Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde a passé une bonne Saint-Jean et une joyeuse fête nationale hier. Pour beaucoup de Québécois et de francophones, la Saint-Jean marque le début de l'été. Les cours sont terminés, les diplômes ont été remis et les jobs d'été commencent. Mais cette année, c'est évidemment un peu différent à cause de la COVID. La réalité, c'est qu'il n'y a pas autant d'emplois pour les étudiants que l'année passée. Et sans emploi, c'est difficile de payer les frais de scolarité ou les dépenses quotidiennes. On avait donc annoncé en avril un plan de 9 milliards de dollars pour venir en aide aux étudiants et aux nouveaux diplômés. Ça inclut la prestation canadienne d'urgence pour les étudiants, qui leur donne au moins 1 250 dollars par mois jusqu'en août. On s'est aussi engagé à créer 76 000 emplois pour les jeunes dans les secteurs qui ont besoin d'un coup de main en ce moment et à instaurer un programme qui accorderait des bourses à ceux qui s'impliquent dans leur communauté. Et aujourd'hui, on donne suite à nos engagements. On lance la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant, qui va permettre aux jeunes d'acquérir de l'expérience tout en contribuant à leur communauté. Si tu es étudiant au cégep ou à l'université, ou encore si tu viens d'obtenir ton diplôme et que tu décides de faire du bénévolat cet été, tu pourras recevoir une bourse de 1 000 à 5 000 dollars. Le montant exact sera déterminé en fonction du nombre d'heures que tu as fait entre le 18 juin et le 15 septembre. Pour en apprendre plus sur le programme et pour trouver des opportunités dans ta région, va sur le site du gouvernement. Aujourd'hui, on lance le portail « Je veux aider », justement pour ça. Dans le cadre de notre plan pour aider les étudiants, notre gouvernement va aussi investir 40 millions de dollars pour créer 5 000 stages MyTax pour les étudiants de niveau postsecondaire. MyTax est un organisme à but non lucratif qui favorise la collaboration entre les universités et le secteur privé. Ils aident à former la prochaine génération de chercheurs en mettant sur pied des projets innovateurs. Habituellement, les programmes MyTax sont destinés aux étudiants à la maîtrise ou au doctorat qui font de la recherche. Le financement qu'on apporte aujourd'hui va leur permettre d'étendre la portée de leur programme de façon à inclure les étudiants du premier cycle et des programmes comme la médecine, le droit ou le MBA. Par exemple, l'un de leurs nouveaux programmes va mettre des étudiants au MBA en contact avec de petites entreprises qui font face à des défis particuliers à cause de la COVID-19. MyTax pourra aussi nouer de nouveaux partenariats avec des organismes comme des hôpitaux, des fondations et des gouvernements municipaux pour créer encore plus d'options pour les jeunes. C'est une bonne nouvelle, non seulement pour les étudiants qui vont pouvoir mettre leurs connaissances à profit, mais aussi pour les propriétaires d'entreprises et l'avenir de notre pays. L'innovation prend une place de plus en plus centrale au sein de l'économie mondiale. Pour assurer la vigueur et la résilience de l'économie canadienne, on doit investir dans la recherche et surtout dans la relève. On doit faire en sorte que les jeunes possèdent les bons outils pour travailler, innover et réussir dans l'économie de demain. Et c'est donc pourquoi notre gouvernement va investir dans Emploi Été Canada pour ajouter 10 000 placements en milieu de travail pour les étudiants âgés entre 15 et 30 ans. On va aussi soutenir la création de 20 000 autres placements pour les étudiants du cégep et de l'université dans des secteurs en forte demande par l'entremise du programme de stages pratiques pour les étudiants. Et pour faire en sorte que les jeunes soient bien préparés pour les emplois de l'avenir, on investit dans le programme de compétences numériques pour les jeunes et ordinateurs pour les écoles et plus. Students are facing unique challenges this summer due to the pandemic. At the same time, many are wondering how they can help in the fight against COVID-19. So today, we're launching the new Canada Student Service Grant, which will allow post-secondary students and recent grads to gain valuable experience while also contributing to their communities. If you're a college or university student, or if you just graduated and you decide to volunteer this summer, you could get a grant of between $1,000 and $5,000. The exact amount will depend on how many hours you've completed.
To learn more about this program and find opportunities near you, you can head to the Government of Canada website, where today we launched the new I Want to Help portal. Our government will also invest $40 million to create 5,000 MyTax internships for post-secondary students as part of our $9 billion plan to help students during this crisis. MyTax is an NGO that builds partnerships between universities and industry. With their training programs, internships, and projects, they help shape the next generation of innovators. Usually, MyTax caters to master's or PhD research students, but with the funding we're announcing today, they'll expand their internship opportunities to undergraduate students and students in professional programs like law, medicine, or business. For example, one of their new programs will connect MBA students to small businesses that are facing challenges because of the pandemic. The funding will also allow MyTax to partner with more organizations like hospitals, foundations, and municipal governments to create even more opportunities for young people. If we want to build a strong and resilient economy, we have to invest in the next generation. We have to make sure our young people have the right tools to work, innovate, and succeed in the economy of the future. In this vein, our government will invest in Canada Summer Jobs to create 10,000 new job placements for young people aged between 15 and 30. We will also support an additional 20,000 job placements for post-secondary students in high-demand sectors through the Student Work Placement Program. And to make sure young people are prepared for the jobs of tomorrow, we're investing in the Digital Skills for Youth and the Computer for Schools Plus programs. Minister Bains will have more to say on this later, but here's the bottom line. There are fewer jobs and many co-op, internship, and community service placements because of the pandemic. So if you're a student and new grad, we're creating tens of thousands of jobs for you. We're making sure that you can still learn new skills, gain valuable work experience, make money for the year ahead, and contribute to your community. Au fil des ans, le Canada s'est affirmé comme un leader mondial de l'innovation. Nos chercheurs et scientifiques sont reconnus à travers le monde pour leurs avancées, que ce soit dans le domaine de l'aérospatiale, de l'intelligence artificielle, des technologies propres ou de la santé. Et, depuis le début de la crise, on a pu compter sur eux pour nous aider à protéger la santé des gens. C'est donc pourquoi, en avril, on avait lancé un concours pour financer des travaux de recherche pour freiner la propagation du virus et atténuer ses conséquences dans nos communautés. Aujourd'hui, on peut annoncer qu'on va appuyer 139 équipes de recherche à travers le pays. Ça représente un investissement total de près de 110 millions de dollars dans la recherche sur la COVID-19 pour les années à venir. Over the past few weeks, we've seen our hard work and sacrifices start to pay off. And to continue on the right track, we need to be thinking not just about the next weeks, but about the next months and even years. And that's what we're doing with today's investments. With that, I'm now happy to take your questions. Thank you, Prime Minister. We'll now go to the phone for questions. One question, one follow-up. Operator. Thank you. Merci. First question, Kate Bolangaro, Bloomberg, line open. Good morning, Prime Minister. You told Bill Morneau to maintain Canada's AAA credit rating in his mandate letter, and one of the big three agencies just downgraded us. What does this say about your government as money managers, and are there any fiscal anchors left to hold on to? What it says is, in this historic, unprecedented pandemic, we needed to help Canadians. We came into this situation with one of the best balance sheets in the G7, and we put that to work for people. We put more than $50 billion into people's pockets through the Canada Emergency Response Benefit. We've supported our entrepreneurs. We've made sure through various programs that Canadians could not only protect themselves through this pandemic, but also hold our economic standing so that when we get out of this, as we restart, our economy will come roaring back. That was a decision that we needed to make, because supporting Canadians is always
the priority of this government. Okay. Dans cette pandémie, dans cette crise sans précédent, nous avions besoin de privilégier l'aide aux Canadiens. C'est pour ça qu'on a investi plus de 50 milliards de dollars dans la prestation canadienne d'urgence pour justement permettre aux Canadiens non seulement de prendre les décisions pour se protéger pendant cette pandémie, pour aplatir la courbe et protéger les gens de la COVID-19, mais aussi pour permettre à nos travailleurs, à nos familles, à nos entrepreneurs et à nos entreprises de rester intacts pendant cette crise pour qu'on puisse revenir en force lors de la relance. C'était la priorité de ce gouvernement et ça continuera d'être la priorité de ce gouvernement, investir pour aider les Canadiens à pouvoir passer à travers. Follow-up, Kate? Beijing suggested yesterday it would be open to swapping Meng Wanzhou for the two Michaels. Are you scared doing so would set a precedent and give Xi Jinping more leverage to blackmail you later on? It is obvious that the first priority of any government is to protect its citizens. And that's why we are working so incredibly hard to bring back those two Michaels who've been arbitrarily detained for political reasons, as Beijing continues to suggest. And that's wrong. But at the same time, our responsibility is to make sure that we're also protecting Canadians into the future. And if countries around the world, including China, realize that by arbitrarily arresting random Canadians, they can get what they want out of Canada politically, well, that makes an awful lot more Canadians who travel around the world vulnerable to that kind of pressure. So we will continue to stand for our strong, independent justice system. We will do everything we can to bring home the two Michaels, and we will continue to do everything we need to do to make sure that all Canadians are protected going forward. Okay. Une des responsabilités premières de tout gouvernement, c'est d'assurer la sécurité de ses citoyens. C'est pour ça que nous travaillons avec acharnement pour ramener les deux Michael de leur détention arbitraire en Chine. Mais protéger les Canadiens, c'est protéger tous les Canadiens, y compris les Canadiens qui, dans l'avenir, vont voyager à travers le monde, y compris en Chine. Et si un gouvernement comprend qu'en arrêtant de façon aléatoire des Canadiens, ils peuvent exercer de la pression sur le gouvernement pour avoir ce qu'ils veulent, eh bien, tous les Canadiens à l'international deviennent vulnérables. Donc, c'est essentiel de rester ancré dans notre système de justice indépendant et de faire comprendre aux pays comme la Chine que nous n'allons pas mettre en danger des Canadiens à l'avenir à cause de la pression politique qu'ils veulent exercer. Merci. Prochaine question, operator. Thank you. Merci. Prochaine question, Michel Lamarche, TVA. À vous. Bonjour, M. Trudeau. J'aimerais vous entendre sur cette étude de l'ICIS qui fait état du fait que le Canada est le pire pays de l'OCDE en ce qui a trait à la proportion de décès dans les CHSLD. D'abord, j'aimerais avoir votre réaction et ensuite, j'aimerais savoir si, à votre avis, ça incite ou ça pousse vers l'imposition de règles fédérales dans ces centres de soins de longue durée. Je pense que ce rapport vient confirmer ce que nous soupçonnions tous, que le Canada n'est pas en train de s'occuper comme on devrait de nos aînés. On l'a vu depuis les débuts de cette pandémie, que ce soit les défis en Colombie-Britannique, dans le Lynn Valley Care Center, que ce soit les résidences Héron au Québec, que ce soit les rapports les forces armées au Québec et surtout en Ontario. On voit qu'on a un grand défi dans ce pays quand il y a trait le respect et les soins de nos aînés. Je suis profondément préoccupé et c'est pour ça que depuis plusieurs semaines, tous les jeudis soirs, je souligne ça avec les premiers ministres des provinces. C'est pour ça qu'on a offert 14 milliards de dollars, incluant avec de l'argent pour nos aînés, nos personnes vulnérables, pour améliorer la situation. Et on espère que, évidemment, les provinces vont accepter cet argent et faire les changements nécessaires.
Mais comme j'ai dit depuis le début, ça souligne aussi le besoin d'avoir des conversations extrêmement importantes avec les provinces, tout en évidemment respectant ce que c'est leur compétence, leur responsabilité, les centres d'aînés. Mais donc, il faut reconnaître qu'en quelque part, les provinces ont échoué à prendre soin comme il faut de leurs aînés. Et est-ce que le gouvernement fédéral doit jouer un plus grand rôle? Je pense que c'est une réflexion que nous allons devoir avoir, mais en tout respect et en collaboration avec les premiers ministres des provinces, bien sûr. Un suivi, Michel? Bien sûr, c'est une réflexion, Monsieur le Premier ministre, que vous avez maintenant depuis des semaines, voire des mois. Est-ce que le fédéral y songe davantage à ces règles fédérales imposées à tous les centres de soins de longue durée au pays? Et est-ce que vous progressez là, dans vos négos avec Québec sur le départ des militaires et l'arrivée du personnel de la Croix-Rouge? Oui, je peux souligner que les conversations continuent de façon extrêmement positive avec Québec sur cette transition entre les militaires et la Croix-Rouge. Comme j'ai dit depuis le début, le fédéral ne va pas laisser tomber les aînés au Québec. On va être là pour aider la province à reprendre contrôle de la situation dans les CHSLD. Par rapport aux conversations qui continuent avec les premiers ministres, nous avons besoin de faire mieux pour nos aînés et le fédéral est très prêt à en faire plus, que ce soit par rapport à des règles qu'on pourrait appliquer à travers le pays, que ce soit avec du financement supplémentaire. Nous allons travailler avec les provinces pour améliorer la situation, mais le constat est très, très clair. Nous devons faire mieux en tant que gouvernement, en tant que palier de gouvernement, en tant que pays par rapport à nos aînés. Okay. We will continue to work with the premiers on ensuring that our long-term care centres are properly supported, whether that's by bringing in national standards, whether that's by extra funding, whether that's by looking at the Canada Health Act. There are a range of things that we can do. We will do it in discussion, in collaboration, in respect that it is the province's jurisdiction to oversee care for elders in those long-term centres. But at the same time, what this recent report has shown, and quite frankly, what this pandemic has shown from the very beginning, is that the job isn't being adequately done in long-term care centres across the country. We need to do better. There are some great examples of successes, but there are also some terrible counterexamples. And we need to, as a country and as all orders of government, ensure that we are doing better by our seniors. Thank you. Next question, operator. Thank you. Merci. Next question, Ryan Tumulty, National Post. Line open. Yeah, good morning, sir. Your rent subsidy program runs out next week, and we're hearing a lot of concerns from businesses about it, about whether or not it might be extended, but also as they're starting to reopen and starting to do business here in the month of June, they're worried they might, in effect, actually do too much business and end up not qualifying for the subsidy, even though they were closed for the entire month of April and May. I'm wondering if you're looking at extending that program or changing the amount that their revenue has to drop to account for that. As we've said from the beginning, as this pandemic evolves, we are adjusting our programs. It is obvious that programs that worked and were designed to keep the economy shut down so that everyone would stay safe are not necessarily going to be exactly the right programs for an economy that is restarting, for people getting back to work. That's why every step of the way we have been adjusting and looking at adjusting our various programs so that, as you point out, Ryan, there isn't a disincentive to hire or to grow or to be successful. We want all companies, all businesses to do as best as they can, as hire back as many people as possible, to start getting as much profit, as much benefits as they can. We don't want programs to have the
counter impact of holding them back because they will lose help that they will continue to need. This is something we are looking at very closely on the wage subsidy, on the rent program, and on other programs as well. We want people to feel like they should be growing as fast as they can and getting the support that they need. Okay. Depuis les débuts de cette pandémie, nous avions reconnu qu'il allait falloir ajuster nos programmes au fur et à mesure que le système et la situation changent. C'est sûr que des programmes établis au début pour aider les gens à rester chez eux, aux entreprises à rester fermées, ne sont pas nécessairement les programmes précis qui vont être parfaitement ajustés pour une économie qui commence à réouvrir. Donc, nous allons ajuster pour encourager et inciter les entreprises à créer de la croissance, à créer des nouveaux embauches, à profiter de la reprise sans devoir se retenir pour pouvoir continuer de recevoir de l'aide du gouvernement fédéral. Je comprends qu'il y a continuellement un besoin d'aide, mais nous devons encourager les entreprises à réussir et à croître. C'est ce qu'on va faire. Follow-up, Brian? Yeah, sir, just on another topic, you spoke with the Egyptian president yesterday. There's a Canadian citizen named Yasser Albaz who's been in prison there for over a year, and his family's concerned that he may have developed COVID and is not getting appropriate treatment. I'm wondering if his consular case came up and if you can give any update on that. Yes, I can highlight that in my conversation with President Al-Sisi yesterday, we spoke directly about the case of Mr. Albaz. We will continue to work together, and we will continue as a country to stand up for Canadians in difficulty overseas. We are working very closely with Egyptian authorities on this case, and we'll continue to monitor it very, very closely, hearing very clearly the voices of family members and concerned Canadians about Mr. Albaz's situation. Okay. Oui, dans ma conversation avec le président Al-Sisi, on a directement parlé de la situation de M. Albaz. Nous allons continuer de travailler ensemble. Nous allons continuer de pousser pour avoir le retour de M. Albaz au Canada. Thank you. We'll take one more call on the line. Operator? Thank you. Merci. Prochaine question, Mélanie Marquis, La Presse. À vous. Merci. Bonjour, M. Trudeau. Je voudrais revenir sur le dossier de Meng Wanzhou, des deux Michael. Il y a une lettre ouverte qui vous a été adressée par d'anciens parlementaires, d'anciens ministres des Affaires étrangères, Louise Arbour, dans laquelle on demande la libération de Mme Wanzhou en disant que ça permettrait de redéfinir l'approche, de faire table rase sur la relation difficile qu'on a avec la Chine. Que leur répondez-vous à ces gens-là? Je suis totalement en désaccord avec ces Canadiens distingués. J'apprécie leur implication, mais la réalité, c'est que de libérer Meng Wanzhou pour résoudre un problème court terme mettra en danger des milliers de Canadiens qui voyagent en Chine et à travers le monde en indiquant que c'est possible qu'un gouvernement ait une influence politique sur le Canada en arrêtant des Canadiens de façon aléatoire. C'est absolument inacceptable. Nous travaillons avec acharnement pour libérer ces deux Canadiens, les deux Michael qui sont détenus, mais nous allons toujours nous tenir debout pour, non seulement pour respecter notre système judiciaire indépendant, mais pour faire comprendre aux pays comme la Chine que nous avons un système judiciaire indépendant et que nous n'allons pas accepter des pressions politiques, particulièrement des pressions qui mettent en danger des Canadiens avec des arrestations aléatoires. Okay. I respect the distinguished Canadians who put forward that letter, but I deeply disagree with them. The idea of solving a short-term situation by creating a precedent that demonstrates to China that all they or another country has to do is randomly arrest a handful of Canadians
to put political pressure on a government to do what we want, even by going against the independence of our justice system, would endanger the millions of Canadians who live and travel overseas every single year. We cannot allow political pressures or random arrests of Canadian citizens to influence the functioning of our justice system. So I respect these individuals, but they're wrong in their approach. Oui, en suivi sur une question de droit, quelque chose d'un petit peu plus pointu. Ce qu'on dit, en fait, que Brian Greenspan dit dans son avis juridique, c'est qu'en fait, le ministre de la Justice a le pouvoir d'intervenir en ce moment dans le processus judiciaire, ce qui ne serait pas forcément une ingérence, et qu'il n'y a pas nécessairement à attendre à la toute fin du processus. Partagez-vous cette interprétation-là ou sinon, pouvez-vous juste préciser quelle est votre vision de la chose? Je ne veux pas rentrer dans des détails juridiques, mais je n'ai pas besoin de le faire non plus. Parce que, quels que soient les outils, oui ou non, qu'on a de façon légitime, le résultat serait le même. La Chine aurait pu mettre assez de pression sur le Canada pour qu'on libère une de leurs citoyennes, et cette pression aurait été mise en arrêtant de façon arbitraire et aléatoire 2 Canadiens. On ne peut pas permettre à la Chine de penser que c'est comme ça qu'ils vont pouvoir fonctionner avec le Canada maintenant ou dans l'avenir. Nous devons de démontrer que notre système de justice va fonctionner de façon indépendante d'ingérence politique, que ce soit d'ingérence de la Chine ou d'autres. Et nous allons démontrer qu'une façon d'avoir ce qu'on veut du Canada, ce n'est pas en arrêtant des Canadiens en voyage. C'est un principe extrêmement important que nous devons respecter. Bonjour, M. Trudeau. Philippe Vincent Foisy de Radio-Canada. Première question sur les CHSLD puis les transferts en santé. J'ai essayé de comprendre ce que vous disiez tantôt à mon excellente collègue Michel Lamarche, mais j'ai un peu de difficulté à bien saisir, à décoder ce que vous essayez de dire. Est-ce que, oui ou non, ça prend des normes fédérales pour les soins, les centres de soins de longue durée? C'est certain que ça prend plus de normes, plus de rigueur, plus de protection pour nos aînés dans nos centres d'aînés à travers le pays. Il faut que ça change, il faut qu'il y ait des améliorations. Quelle forme prendra ces améliorations? Bien, c'est important d'avoir des conversations avec les premiers ministres des provinces là-dessus parce que c'est leur responsabilité et c'est eux qui ont échoué à bien protéger nos aînés pendant cette pandémie. Est-ce que le gouvernement fédéral peut jouer un rôle? Absolument. Est-ce qu'il doit jouer un rôle? Bien, parlons-en avec les provinces. Je suis très sensible à ne pas vouloir m'ingérer dans les compétences des provinces, mais évidemment, les provinces ont besoin d'aide supplémentaire pour bien desservir nos aînés. Et donc, nous allons être là pour aider. De quelle façon on va le faire? Bien, c'est là où notre fédération fonctionne en discussion, en négociation, en collaboration, comme d'ailleurs je vais faire ce soir quand je m'assois avec eux. L'aide, là, vous dites... Okay. I think one of the things that is very clear is that our current system of supporting our seniors across this country has not worked. It is a provincial responsibility, so it is them who have failed to support our seniors. But of course, the federal government is happy to be there to help. We want to respect provincial jurisdictions, but I think we know things need to change. Do we need national standards, or do the provinces just need to increase their standards significantly to reach an equivalent level across the country? These are conversations we can have with the premiers, are conversations that we've had on an ongoing basis every Thursday night for the past 15 weeks.
The federal government will be there to help for our seniors. How exactly we do that? Well, in our federation, because of the constitutional division of powers, we will work in consultation, in respect with the premiers. But we know Canada as a whole, all levels of government, need to do better for our seniors, and we will be there to do that. Mais les provinces disent que ça ne prend pas nécessairement plus de normes, ça prend plus d'argent en santé. Puis je sais que vous allez nous dire on a augmenté les transferts en santé au cours des dernières années. Je sais que vous allez nous dire on a 14 millions sur la table aussi. Mais les provinces disent que ça nous prend 25 des coûts de santé financés par Ottawa. Est-ce que vous êtes capable de vous engager à dire oui, bientôt, on va financer 25 des coûts de santé dans les provinces comme le demandent les provinces? Je ne veux pas négocier sur la place publique. J'ai dit au premier ministre des provinces que oui, nous sommes ouverts à avoir une discussion qui se poursuivra cet automne sur les transferts en santé. Je pense que l'expérience de COVID a souligné le besoin de ça et nous allons voir où ces conversations vont nous mener. Oliver with CTV National News. Quebec has said that they will no longer publish daily case counts, death counts, or testing numbers starting on Friday. Doctors are saying that this is a lack of transparency that poses a risk to public health and fuels mistrust of the public in the middle of a pandemic. Will you ask Premier Legault to change this decision? And what message do you think that this sends to Canadians who are being told that the risk of COVID-19 is still very present? I think every province makes its own decisions about how transparent it needs to be and how much it will provide data and information to its citizens. I think there are probably examples. I think of PEI where there haven't been a case in many, many weeks. I doubt that they're feeling like they have to publish case numbers every single day. They may well do it. I don't know. In Quebec, there's still very much a significant number of cases every single day, significant numbers of deaths, unfortunately, every single day. And I certainly hope that Premier Legault would continue to be transparent and open with Quebecers and indeed with all Canadians, as he has been from the very beginning. Je pense que d'abord, on reconnaît que différentes provinces ont différentes situations. Si l'île du Prince-Édouard n'a pas eu de cas depuis bien des semaines, peut-être qu'ils ne sont pas en train de publier à tous les jours des nouveaux chiffres qui demeurent à zéro. Mais je pense qu'au Québec, on continue de voir des nouveaux cas à tous les jours et c'est important de voir comment cette situation est en train d'évoluer. J'espère que le premier ministre Legault va continuer d'être ouvert et transparent avec les citoyens comme il l'est depuis le début. Je pense que c'est rassurant pour les citoyens, mais c'est aussi important pour les chercheurs et les scientifiques de bien voir exactement ce qui est en train de se passer par rapport à cette pandémie. Article 23.3 of the Extradition Act allows the Justice Minister to intervene and stop an extradition. Did you know about this provision when Meng was detained? And if so, why do you continue to say that Canada cannot intervene when the legislative power is there? And if you're not going to use that power, what other options do you have if China has already hinted they'd be open to a swap? We're in a situation where, first and foremost, the priority of any Canadian government needs to be to keep Canadians safe, which is why we're working incredibly hard to bring home those two Michaels who have been arbitrarily detained. China itself has admitted that there is a direct link between the detention of Michael Kovrig and Michael Spavor and the arrest in an extradition process of Meng Wanzhou. We have an independent justice system that is going through its process. And yes, there is and has been from the very beginning a element of that involves input from the Justice Minister at the appropriate time. However, the bigger question is whether or not we want China or other countries to get the message that all they have to do to get leverage over the Canadian government is randomly arrest a couple of Canadians. That not only puts Canadians in difficulty now, but puts them in difficulty and in danger in the coming years. We need to continue to be absolutely crystal clear.
that Canada has an independent judiciary, and those processes will unfold independently of any political pressure, including by foreign governments. We deplore what China did in arbitrarily detaining the two Michaels, in directly linking those arrests which came a few days after the arrest on an extradition treaty of Meng Wanzhou to each other. And we will continue to remain steadfast and strong and say very clearly in our actions and in our words that randomly arresting Canadians doesn't give you leverage over the government of Canada anywhere in the world. Nous déplorons que la Chine ait lié l'arrestation ou ait choisi d'arrêter deux Canadiens de façon arbitraire et aléatoire suite à l'arrestation dans un processus d'extradition de Meng Wanzhou. Nous nous devons d'exprimer et de faire en sorte que les pays à travers le monde comprennent que ce n'est pas une façon d'obtenir de l'influence auprès du gouvernement du Canada que d'arrêter de façon aléatoire des Canadiens. Si on permettait ça, on mettrait en danger et on rendrait vulnérables les millions de Canadiens qui voyagent à travers le monde tous les ans. Good morning, Prime Minister. Olivia Stefanovich, CBC News. There are two lives in the balance here. How do you explain to the families of the two Michaels that your government can but won't intervene in the extradition process, which could lead to the freedoms of these two Michaels, and by not acting, they could languish in Chinese detention for years to come? I have met with a number of family members, and I feel deeply for not just the two Michaels who are in a very difficult situation, but their families who have endured a year and a half of difficulties with this arbitrary detention by Chinese authorities. But it is not just the two Michaels who are at question here. It is every Canadian who travels to China or anywhere else overseas. If the Chinese government concludes from this exchange and this interaction that it is an effective way to gain leverage over Canadians and over the Canadian government to randomly arrest Canadians, then no Canadian will be safe going forward. So I understand the difficulty and the heart-wrenching ordeal that these two Michaels are going through right now. But always, I need to focus on, and our government needs to focus on, what is going to keep Canadians safe into the future. And to demonstrate to China that they can just arrest Canadians and get what they want out of Canada, even for us going against the independence of our judicial system, would be absolutely unacceptable. Je comprends à quel point c'est une situation épouvantable pour les Michael, pour leur famille. J'ai eu la chance d'échanger avec des membres de leur famille et je sais à quel point c'est pénible pour eux. En même temps, ma responsabilité va au-delà de juste deux Canadiens. Les dizaines de milliers de Canadiens qui voyagent à travers la Chine tous les ans, les 3 millions de Canadiens outre-mer en tout temps, seraient vulnérables à des arrestations vulnérables si des pays à travers le monde, des gouvernements à travers le monde, concluaient que la façon d'avoir ce qu'on veut du Canada, c'est juste d'arrêter une couple de Canadiens et de rendre leur vie malheureuse à cause de ça. Nous devons de se tenir droit debout pour l'indépendance de notre système de justice, pour le respect de nos traités internationaux et ne pas se laisser influencer par l'arrestation de deux individus, parce que si on le fait, on met en danger d'innombrables Canadiens dans l'avenir.
There have been suggestions Canada revoke visas for Chinese students studying in Canada if they have close ties to the Chinese Communist Party, or that Canada target Chinese officials through the Magnitsky Act. Would you consider that? As we've said, we're looking at a range of options and of measures, and we're continuing to exert various actions in order to bring back those Michaels safely. We will continue to work extremely hard and look at all different ways to ensure that we bring these Canadians home. We have, over the past number of years, demonstrated significant success in standing up for Canadians in trouble overseas. We will continue to do everything we need to do to bring them home without further endangering Canadians in the future. Comme j'ai dit, nous allons continuer d'explorer toutes les options pour ramener ces deux Canadiens, mais nous n'allons pas mettre en danger les Canadiens qui pourraient voyager en Chine ou ailleurs dans l'avenir. Prime Minister Janet Silver, Global News. Those 19 eminent Canadians who signed the letter say that the Canadian foreign policy is essentially frozen while the two Michaels are being held in China. Do you agree with that assessment? On the contrary, we continue to engage substantially around the world and with China on many different issues. But it is certain that this issue of China trying to exert political pressure on Canada by having arbitrarily detained two Canadians in response to us fulfilling obligations under an international extradition treaty is causing a challenge in our relationship. We need to demonstrate that we have an independent judiciary, and we will continue to respect that independent judiciary regardless of the pressure put on us by foreign governments. And that's why, even as we do everything we can to bring those Michaels home, we will not give in to these political pressures and compromise the independence of our judiciary or allow others to conclude that there are political paths to get what they want out of Canada's independent judicial system. Nous allons continuer de faire tout ce qu'on doit faire pour ramener les deux Michael, mais en même temps, nous continuons d'être engagés sur d'autres dossiers avec la Chine. C'est certain que c'est un élément qui est en train d'affecter toutes nos conversations, mais c'est un moment extrêmement important pour nous de démontrer que nous n'allons pas accepter des pressions politiques pour compromettre notre système de justice indépendante. Thanks, Prime Minister. Nick Taylor-Gracie from Maclean's. Canadians have a lot of questions about how the RCMP conducted itself as a mass shooter terrorized Nova Scotians last April. Everybody seems to agree that answers to those questions are necessary, but so far they don't seem to be coming anytime soon. Will the government call a public inquiry into the shooting? There is obviously an ongoing RCMP investigation into what actually happened in terms of the shooting, but there are many questions about the role of domestic violence, about the situation where the shooter was able to get his hands on police vehicles and kit. There are many larger questions, and we are working with the government of Nova Scotia to ensure a process whereby those questions get answered for the families, for the communities, for Canadians across the country, and we certainly hope to have things to announce in the coming days. Okay. Évidemment, il y a énormément de questions par rapport à ce qui s'est passé en Nouvelle-Écosse. Il y a une enquête actuellement en train de regarder les circonstances de l'événement, mais il y a de plus grandes questions sur le rôle de la violence domestique, sur comment cet individu aurait pu obtenir de l'équipement de la GRC. Des questions comme ça qui méritent d'être répondues. Et donc, nous travaillons avec la Nouvelle-Écosse sur un processus qui va trouver ces réponses de façon ouverte et transparente. Et nous espérons avoir plus à annoncer dans les jours à venir. Merci tout le monde.